Salut et soyez les bienvenus à ce cours sur le logiciel Blender. Dans ce module, nous allons apprendre à créer des personnages, des objets, mais également des mondes virtuels. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, nous le ferons à partir d'un logiciel appelé Blender. Alors, nous parlerons d'abord de l'histoire et de l'évolution de Blender, des différentes fonctionnalités d'un logiciel 3D de façon générale. Nous parlerons également des fonctionnalités de Blender. Est-ce que Blender coûte cher? Est-ce qu'il est accessible et performant, convivial? Ensuite, nous aborderons le chapitre lié à l'installation et à l'interface de Blender. Donc, nous verrons comment l'installer. Nous parlerons également des mises à jour, comment travailler avec plusieurs versions de Blender et nous présenterons l'interface de Blender. Nous verrons les dispositions par défaut, la navigation dans Blender, donc comment se déplacer dans Blender, comment faire bouger les éléments que nous avons. Ensuite, comment rajouter des objets, comment les importer, comment sauvegarder le fichier, son travail, le travail qu'on effectue avec Blender, comment personnaliser l'interface. Nous allons le voir tout à l'heure. Et puis, nous terminerons par une liste de... Ok, alors, nous pouvons basculer, voilà, au thème sombre ou revenir au thème clair. Ok, alors donc je vais continuer avec le thème clair. Sachez que l'histoire de Blender commence en 1994 avec ce tome appelé Thorne Rosendal. Vous avez sa photo juste là et des informations sur lui en visitant Wikipédia. Alors, il a développé Blender au départ, c'était un logiciel qu'il voulait commercialiser. Et puis, il a rencontré des obstacles, notamment des obstacles financiers, et Blender a fait faillite. Ensuite, il est revenu en 2002 avec une idée géniale. Son idée, c'est rendre Blender gratuit, et cela à travers la fondation Blender, en anglais Blender Foundation. Ici, vous avez une vidéo des développeurs de Blender. Et là, c'était pendant le 30e anniversaire de Blender. Donc, vous pouvez jeter un coup d'œil. Alors, ici, là, on a aperçu Ton avec les développeurs. OK. Et donc, on repart. Alors, en 2007, il a créé Blender Institute, donc l'Institut Blender. Il y a une différence entre la fondation Blender et l'Institut Blender, même si ces deux entités-là sont liées. La fondation Blender est une organisation à but non lucratif qui supervise le développement de Blender, donc qui développe le logiciel. Par contre, Blender Institute, fondé en 2007, est chargé de gérer les activités quotidiennes comme l'administration, les projets de recherche et les productions créatives, notamment les films d'animation. Nous verrons quelques films d'animation. Je remonte là. Nous avons Elephant Dream. Ouais, ça c'est Elephant Dream. C'est l'un des tout premiers films d'animation produits avec Blender. Ok, et donc vous pouvez vous rendre sur YouTube. Ensuite, nous avons Big Bunny et Sintel ou Agent 327. J'adore ce film d'animation là, Agent 327, qui montre tout ce qu'on peut réaliser avec Blender. Et ça, c'est fait uniquement avec Blender. La modélisation, le rendu, l'animation, et tout cela a été réalisé avec ce logiciel-là. Je vous montre la fin. Alors ça, c'est Agent 327, un film d'animation réalisé avec Blender. Ok, je vous présente la toute première version de Blender, mais sachez que à partir de 2019, nous avons eu Blender 2.8 qui fut vraiment And can be flexible révolutionnaire. enough to Là, fit the c'est l'interface de Blender 2.8 et c'est à partir de cette version-là que beaucoup d'infographistes ont fait le choix de basculer vers Blender.
afin de l'utiliser. Nous avons ici l'une des toutes premières interfaces de Blender. Ensuite, l'interface de Blender 2.79, ça a été également une version majeure, tout comme Blender 2.5. Nous avons là l'interface de Blender 2.8 et je vous montre enfin celle de Blender 4.2.3. Alors, nous parlons maintenant des fonctionnalités d'un logiciel 3D. De façon générale, un logiciel permet de modéliser. Donc, nous avons des sommets, des arêtes, des faces qui sont mises ensemble et qui nous permettent d'avoir des modèles primitifs. Et aussi, l'édition de ces modèles ou l'assemblage de ces modèles nous permet d'avoir des personnages, des objets, des maisons. Alors, ici, là, c'est juste un tout petit modèle réalisé avec des modèles primitifs. Je vais ouvrir Blender et puis vous proposer ces modèles primitifs là. Là, vous voyez, nous avons un cône, nous avons une sphère ici, nous avons un cube. Là, c'est fait à partir des cylindres. Voilà. Donc, nous avons juste Blender là. Et lorsque vous ouvrez Blender par défaut, nous avons le cube que nous pouvons supprimer et remplacer par un sec ou d'autres éléments de Blender. Alors, nous continuons. Maintenant, ici, je vais vous parler des autres logiciels de modélisation. Parfois, on parle de moteur 3D. Alors, il y a un rappelé ZBrush qui excelle dans le créneau de la sculpture 3D de haute résolution. Il est énormément utilisé. Ici, c'est ZBrush. Je vous montre des démos real, c'est-à-dire des éléments réalisés avec ZBrush. C'est l'un des logiciels les plus utilisés dans le domaine de la sculpture 3D, bien entendu. Alors, tous ces éléments-là que voici, ces personnages ont été réalisés avec ce logiciel-là. OK. Ensuite, nous pouvons parler d'Autodesk Maya. Ah oui, et Maya est hyper connu. Donc, tout ce que vous voyez là est réalisé avec ce logiciel-là, qui est énormément utilisé dans l'animation, tous ces films d'animation que nous voyons sur le marché, en majeure partie. Alors, ces films-là sont réalisés avec ce logiciel, des jeux également. Donc, je vais m'arrêter là et nous poursuivons. Je vais parler également de 3ds Max. 3ds Max qu'on utilise également pour la modélisation. Alors ici, là, c'est le site d'Autodesk où vous pouvez avoir des informations sur Maya. Sachez que Maya... Ok, alors je vous présente maintenant Marvelous Designer, qui est celle dans le créneau du tissu 3D. Les vêtements sont réalisés avec ce logiciel-là. Je vous présente, vous voyez cette vidéo-là, qui présente toutes les différentes possibilités ou les fonctionnalités de ce logiciel-là. Vous voyez, alors, cette vidéo-là atteste la particularité de ce logiciel-là. Je parlerai pas des effets spéciaux juste autour, je parlerai surtout de tout ce que nous observons sur ces personnages-là. Et là, je m'arrête, je vais poursuivre avec un autre cinéma 4D et qui est connu pour ses capacités de rendu rapide et également pour ses outils de motion design. Alors, vous pouvez aller visiter ce lien et puis vous assurer de voir quelques vidéos qui parlent des différentes fonctionnalités de cinéma 4D. Nous avons également Houdini qui est spécialisé dans les effets spéciaux. Je vous présente également cette vidéo-là. Houdini qui est énormément utilisé dans les films que nous avons, voilà, qui nous permet d'obtenir toutes ces simulations. Je vais défiler. Ensuite, je vais terminer avec
Substance Painter. C'est un logiciel de texturage et c'est le meilleur sur le marché. Ça appartient bien sûr à Adobe. Quand je parle de texturage, je sais pas si c'est montré dans cette vidéo, mais tout à l'heure nous parlerons des différentes fonctionnalités de Blender et nous évoquerons le texturage. Voilà. Mais sachez que tous ces logiciels-là sont payants. ZBrush, Maya, 3ds Max, Marvelous Designer, Cinema 4D, Houdini, Substance Painter. Il y en a d'autres, il y a plein d'autres, mais c'est les plus connus. Nous avons également 3D Code. Donc, faites des recherches, notamment sur Google ou YouTube. Alors, et là, vous verrez la particularité de ces différents logiciels-là. Je vous montre une sculpture réalisée avec Blender. Nous verrons c'est quoi la sculpture. Bon, là, je profite pour vous montrer les vidéos réalisées avec Blender. Là, nous avons ici un film d'animation réalisé avec Blender. Je défile. Tout ce paysage que vous voyez est réalisé avec Blender. Donc, ça vous permet de d'apprécier les différentes fonctionnalités et la force et la puissance de ce logiciel. Alors maintenant, je reviens à la leçon. Et je parlerai maintenant des fonctionnalités de Blender. D'abord, sachez que c'est un logiciel de modélisation 3D. Alors, nous avons Blender là. Je supprime l'élément que nous avons dans notre scène. J'ajoute un cube. Vous avez là le cube. Donc, nous pouvons utiliser Blender pour réaliser plein de choses. Alors, modéliser un monde virtuel, ça peut être des maisons, des montagnes. Nous pouvons réaliser des personnages et donc tout cela peut être réalisé avec Blender. Aussi, nous avons ce qu'on appelle l'édition et la conception des scènes. Donc, vous pouvez réaliser des scènes avec Blender, c'est-à-dire apporter plusieurs modèles 3D, notamment des personnages dont je parlais, des maisons, des arbres, donc la végétation, et réaliser des scènes. Nous avons également les textures, les matériaux, les cartes UV. Est-ce que j'ai... Voilà, ici, vous avez un modèle 3D, un crâne qui est déplié. Et donc, nous procédons d'abord au dépliage UV. Ensuite, nous faisons le baking. Et puis, à partir des bakings, nous utilisons la texture que nous pouvons plaquer au modèle 3D. Nous verrons tout cela au fur et à mesure. Alors, je parlerai maintenant de l'animation 3D. Mais ici, là, je vous donne quelques définitions. C'est quoi une carte UV? C'est quoi un matériau, une texture et un shader? Vous pouvez faire une pause et puis les lire. OK. Et donc, je continue. Alors, Blender permet d'animer. Donc, nous avons vu que Blender permettait de modéliser, d'éditer une scène, de créer des matériaux, des cartes UV. Et donc là, je dis que Blender permet d'animer. Donc, nous pouvons créer des squelettes, donc des riggings des squelettes, des os virtuels. Je vous montre juste une vidéo qui présente le rigging avec Blender. Ici, voilà, nous avons rigging avec Blender. Nous ajoutons des os virtuels. C'est ça le rigging. Donc, on parle de squelettage. Après le squelettage, il y a le skinning qui est l'amaturage. Nous les verrons progressivement. Et puis, une fois que c'est fait, nous pouvons maintenant animer le personnage. Et donc, avant d'animer un personnage, il faut le régler, c'est-à-dire il faut rajouter des os virtuels et puis il faut lier ces os virtuels-là aux différentes parties du corps quand il s'agit d'un personnage 3D. Alors, nous avons le rendu, donc nous reviendrons sur le rendu. Somme toute, c'est la création d'images 2D ou 3D. Vous avez des modèles dans votre scène et étant donné que nous avons une lampe et une caméra, nous pouvons effectuer un rendu, c'est-à-dire une image. Alors nous le verrons, je dirais, dans les prochaines leçons. Ensuite, il y a le dessin et l'animation 2D avec Blender. Aujourd'hui, il y a pas mal d'éléments, mais nous n'en parlerons pas.
Oui, mais sachez que nous pouvons réaliser des dessins 2D avec Blender. Je cherchais ici, bon, là, nous allons revenir là-dessus. Et puis, nous avons le post-traitement ou la composition, les effets spéciaux, les simulations physiques. Il y a géométrie node en anglais, donc la modélisation procédurale est permise grâce aux nœuds de géométrie. Et puis, nous avons les scripting. Alors, je vous montre rapidement tout cela. Ici, quand je parle de texturage, vous avez un modèle 3D. Donc, voici comment il se présente sans des textures. Ensuite, nous apportons des textures qui sont des images. Donc là, c'est le début du texturage et à la fin, nous avons ce résultat-là. Voilà. Donc pour les réaliser, nous utilisons les nœuds de texture. Vous voyez ces nœuds-là ici. Alors j'ai réduit la qualité de la vidéo pour ne pas qu'il y ait des coupures. Et puis là, Blender permet également ces effets spéciaux là. Vous voyez que ces flammes-là ont été réalisées avec ce logiciel-là. Le motion tracking et tous ces éléments. Ensuite, ici, c'est la sculpture. Donc, vous voyez que ce modèle 3D a été réalisé avec le logiciel, mais cette fois-ci, avec une autre forme de modélisation rappelée sculpture. Mais là, il faut utiliser une tablette graphique. Donc, nous avons des tablettes graphiques. Vous pouvez également utiliser les tablettes comme les iPads ou les tablettes de Samsung qui sont connectées aux ordinateurs parce que ces tablettes ont la particularité de posséder des stylés. Et avec les stylés, nous réalisons tout cela. C'est difficile de le faire avec la souris, mais certaines personnes y arrivent. Pour une certaine dextérité manuelle, il est préférable d'utiliser les tablettes. Et puis là, nous avons les simulations de fluide réalisées avec Blender. Je vais présenter également le scripting. Donc ici, avec le langage Python, nous pouvons écrire des codes et obtenir des formes dans Blender. Voilà. Pour ceux qui savent coder en langage Python, vous pouvez également écrire des scripts et vous aurez des résultats ici. C'est très très important pour ceux qui savent développer, mais je dirais pas que c'est nécessaire, non. Il y a des milliers, je dirais même 80% des infographistes 3D ne savent pas écrire des scripts. Ça, c'est pour un document, c'est une information que j'ai tirée d'un document que je lisais sur Internet. Et puis, on termine par le compositing. Alors, vous voyez cette scène-là, à la fin, nous avons cette image-là. Et ça peut s'obtenir grâce au compositing. Alors, donc, j'ai passé en revue les différentes fonctionnalités de Blender. Vous savez que c'est utilisé dans le domaine des films, d'animation, même des films en général, dans le développement des jeux vidéo, l'architecture, pour la conception des produits. euh, Avant de présenter des produits, nous avons des publicités et donc savoir modéliser peut vous permettre de travailler dans tous ces domaines-là. Alors, Blender est entièrement gratuit. J'ai mis combien coûte Blender? Blender est gratuit et cela ravit. Lorsque vous modélisez des scènes, vous pouvez les exporter, vous pouvez les commercialiser et vous n'êtes pas obligé de citer même le nom de Blender. Alors, Blender est accessible. Il y a pas mal de modules complémentaires. Vous avez Blender là. Vous pouvez vous rendre dans édition. euh, et puis là, préférence. Ici, vous avez add-on. Donc, voici des modules complémentaires. C'est je dirais, des griffons qu'on ajoute à Blender pour la. Bon, maintenant, nous verrons comment installer Blender et puis nous parlerons de son interface. Alors, nous avons deux possibilités. La première, c'est de nous rendre sur le site de Blender. Donc, l'adresse est www.blender.org. Donc, lorsque je fais un clic, je me retrouve sur cette page-là. Mais avant, je vais vous parler
d'une possibilité qui est beaucoup plus simple avant de revenir à l'installation via le site. Vous pouvez réinstaller pour ceux qui utilisent Microsoft Windows, donc qui utilisent Windows sur leur machine. Vous rendez à Microsoft Store et une fois dans Microsoft Store, dans la barre de recherche au-dessus, vous écrivez Blender. Et lorsque vous effectuez la recherche avec entrée, plusieurs versions vous sont proposées. Nous avons notamment la version 2.83, 2.93, 3.3, 3.6 et la toute dernière version. C'est celle-là que j'ai installée. Alors, pour utiliser cette version-là, il faut un ordinateur qui supporte OpenGL 4.3. Et lorsque c'est pas possible, désinstaller celle-là et puis allez-y parce que vous pouvez l'installer mais ne pas pouvoir l'ouvrir. Il y a un tout petit message qui est affiché, vous signifiant que votre ordinateur ne possède pas les configurations nécessaires pour travailler avec Blender. Donc, essayez les versions antérieures si c'est le cas. Mais en vous rendant sur cette page-là, l'adresse de Windows, vous pouvez même effectuer une recherche en étant dans Google, hein, Blender. Et vous allez vous retrouver là où vous écrivez tout simplement Blender 3D. Voilà, et vous avez le lien ici. À partir de là, vous cliquez sur Download. Donc ici, vous avez pas mal d'informations. Je défile Ces informations-là vous présentent les fonctionnalités de Blender. Et puis là, vous cliquez sur Download. Vous êtes sur la page de téléchargement avec la dernière version au moment où j'enregistre cette vidéo qui est 4.3.2. Et donc, vous cliquez là pour le télécharger. Vous avez d'autres versions, les versions de Mac, OS et de Linux. Vous cliquez là et vous les avez. Ou même vous avez des versions portables pour Windows. Maintenant, lorsque vous n'arrivez pas à installer la toute dernière version, vous vous rendez sur Previous Version, donc Looking for Previous Version. Vous faites un clic gauche et vous venez sur Download Any Blender. Et là, vous avez la toute première version de Blender. La toute première. En fait, quand je dis la toute première, je parle pas des toutes premières versions sorties, mais une version stable qui est Blender 1.0. Moi, je vous conseille, pour ceux qui ont des ordinateurs pas du tout puissants, je vous conseille Blender 2.79. L'interface sera différente. Vous aurez cette interface-là. Bon, elle est juste au-dessus. Donc, je vais pas y revenir. Je cherchais les toutes premières interfaces de Blender. Ben, ok. Alors, donc, on continue. Je crois qu'elle peut être en dessous. On va y revenir. Ok. Et donc, ici, vous prenez là, soit 32 MSI ou 64 MSI pour les ordinateurs de 64 bits. Comment on le sert? Vous pouvez avoir, alors, je viens là, ici, sur ce PC, vous faites un clic droit, propriété, propriété, et vous avez toutes ces informations là, ici. Ici, là, j'ai un processeur de 64 bits. OK. Ensuite, depuis 2.8, donc il y a eu un changement d'interface. Voilà, vous pouvez opter. Alors moi, je vous conseille 2.8. C'est lorsque vous ne pourrez pas utiliser 2.8 que vous serez obligé de télécharger 2.79. Sinon, essayez les versions les plus récentes, comme 4.1, 4.2, parce que chaque version apporte un lot de nouveautés. Et donc là, lorsque vous le téléchargez, vous avez le logiciel, vous faites un double clic. Il suffit de cliquer là-dessus, vous le verrez apparaître. Moi, comme j'ai un logiciel de téléchargement, voilà. Et puis, par défaut, pour certains logiciels, vous verrez une notification ici, donc vous entrez, vous faites un double clic et puis vous suivez les instructions. Donc, voici comment avoir Blender. Maintenant, là, vous savez, bon, j'ai une version qui est ouverte. Déjà, j'ai déjà ouvert Blender. Je vais repartir dans New General, Don't Save. Vous voyez, j'ai ici une instance qui est ouverte. Je peux ouvrir une deuxième instance en cliquant là, étant donné que j'ai mis dans la barre des tâches. Mais pour ceux
Sinon, dans le menu démarrer ou sur les icônes, en fait, sur le bureau, je vous l'ai dit, vous pouvez faire un double clic sur l'icône et démarrer une autre instance de Blender. Donc là, voici ce dont je suis en train de parler. Là, j'ai deux instances de Blender. Vous voyez, je vais rabattre, je réduis, je l'ai perdu. Donc, j'essaie de réduire. Voilà. Vous voyez que j'ai deux instances de Blender. Et puis là, je supprime, j'opte pour un cône. Et vous voyez que ici, j'ai un cube. Donc là, je peux faire CTRL, un clic gauche d'abord, CTRL C, et venir dans l'autre instance faire CTRL V. Je l'ai déposé là, voilà. Donc vous pouvez copier les autres éléments et les coller là. C'est de cela dont il est question ici. Alors, voici l'interface, la toute première interface. Donc, je fais une version ici, et puis là, je vais l'agrandir. Hmm, Par défaut, lorsque ouvrez Blender d'abord, dans un premier temps, vous avez le splash screen. Je ferme ce qui est là. Donc, vous avez le splash screen. Le splash screen vous donne des informations. Ici, c'est lorsque vous voulez créer un nouveau fichier général, animation 2D, sculpture, effets spéciaux. Et là, c'est les fichiers déjà ouverts, puisque je travaille déjà avec Blender. Mais lorsque vous ouvrez pour une toute première fois, il vous demande si vous voulez utiliser le raccourci de la version précédente ou les raccourcis de quelques logiciels, notamment Maya ou 3ds Max. Donc, vous pouvez laisser la configuration par défaut. Il peut même vous demander si vous voulez sélectionner avec un clic gauche ou droit. Et donc, pour faire disparaître le splash screen, vous n'avez qu'à cliquer dans le vide. Voilà. Et puis, pour ne pas perdre le fil, on continue. Alors maintenant, la disposition par défaut. Vous voyez que juste au-dessus, nous avons le menu. euh, Nous avons ici la barre des menus. Là, File, Edit, Render, Window, Help. Et puis, à partir de tout ça, c'est ce qu'on appelle les espaces de travail. C'est quoi un espace de travail? C'est une configuration personnalisée. Donc, Blender nous donne une configuration. Ça veut dire que nous avons plusieurs éditeurs qui sont superposés, qui sont mis ensemble et qui nous permettent de travailler ou qui répondent à un besoin bien précis. Lorsque nous voulons modéliser, nous passons à Modeling. Vous voyez que là, nous n'avons plus l'éditeur qui est juste en dessous, la timeline qui a disparu. Parce que la timeline, c'est l'éditeur qui est utilisé pour l'animation. Donc, lorsque nous cliquons dans Modeling, nous n'avons que ces trois éditeurs-là. Donc, d'abord la vue 3D, en anglais 3D Viewpoint, l'outliner, et puis la fenêtre des propriétés. Outliner, vous le verrez, qui s'écrit Outliner. Donc ici, là, je vous montre Outliner. Voilà. OK. Donc, je reviens là. C'est ici que se fait la modélisation. L'Outliner contient tous les éléments de notre scène. Lorsque j'ajoute un cube là, vous voyez, ici, il est mis cube. Lorsque j'ajoute une sphère, voilà, vous voyez qu'il est mis sphère. Alors, je peux organiser les éléments de la scène. Donc, vous voyez, là, c'est une représentation arborescente des éléments de la scène. Nous avons ce qu'on appelle les collections. Nous allons y revenir, mais juste vous montrer que nous pouvons créer une deuxième collection. Et faites un double clic pour la renommer. Ensuite, vous voyez que là, j'avais la lampe et la caméra. Je peux sélectionner la lampe. Je peux faire des sélections ici ou là. Donc, un clic gauche pour les sélectionner. J'appuie sur majuscule pour ne pas que l'eau soit désélectionnée. Et j'appuie sur la touche M et je veux ranger ces deux éléments-là dans la nouvelle collection qui est data. Alors, ça sert à quoi? Je peux juste cliquer là, sur l'œil là et faire disparaître les autres éléments. Donc, je peux avoir plusieurs collections dans ma scène. Et donc, je reviens là, ici, je vous ai présenté euh, la barre des menus. Ici, je vous présente la vue 3D, la vue 3D qui contient tous les éléments de la scène que nous allons utiliser pour la modélisation, l'animation et la timeline utilisée pour l'animation.
Et donc, c'est juste une répétition. Alors, maintenant, nous avons d'autres éditeurs qui sont pas présents, bien sûr, mais juste en dessous, là, nous avons la barre d'état. Par défaut, la barre d'état affiche la version de Blender. Nous pouvons faire un clic gauche et puis choisir par exemple Scene Statistique qui nous montre que dans notre scène, nous avons plusieurs éléments. Ici, là, j'ai sélectionné le cube, le cône, la sphère ou les trois. Et là, ça nous donne le nombre de vertex, nous le verrons, le nombre de faces, le nombre de triangles et le nombre d'objets sélectionnés ou le nombre d'objets total de la scène ici. Alors, on fait un clic droit pour les faire disparaître. Un clic droit pour cacher toutes ces informations-là en faisant des choix ici. OK. Juste parler légèrement de cet éditeur-là. Vous voyez que en dessous, nous avons la timeline, mais nous pouvons changer et opter pour d'autres éditeurs. À travers le sélecteur d'éditeurs qui est là, nous avons plusieurs catégories générales, animation, scripting et data. Donc là, vous pouvez faire un choix. Je peux opter pour compositor et vous voyez que j'ai changé cet éditeur-là. Nous le verrons tout à l'heure. Alors, très rapidement, nous allons y revenir, mais vous voyez que j'ai sélectionné trois objets et nous avons deux couleurs. Nous avons une couleur jaune et une couleur orange. Alors, je le dis bien, il y a les sélectionnés qui ont une couleur et il y a les actifs qui ont une couleur. Donc ici, le dernier à être sélectionné ici, c'est lui qui est actif, qui a la couleur jaune et puis tous les autres éléments sélectionnés qui ont la couleur orange. Donc les couleurs ont une signification. Vous voyez, le seul élément sélectionné prend, alors c'est un contour. Je veux surtout parler du contour jaune que vous observez. Pour sélectionner ce deuxième-là, je fais un clic sur la touche majuscule. Sur des ordinateurs, il est marqué Shift. C'est une flèche pour d'autres. Donc, je fais un clic là-dessus, je maintiens, enfoncer ce clic et je fais un clic gauche. Ça me permet de sélectionner ces deux objets-là. Il y a plusieurs modes de sélection que nous verrons tout à l'heure. Ok, alors pour les supprimer, je sélectionne avec le clic gauche, j'appuie sur la touche X et je clique sur Delete. Je peux sélectionner tout sur la X et Delete pour les supprimer. Il y a bien entendu des raccourcis clavier pour cela. Alors, pour ajouter un objet, j'ai plusieurs possibilités. Je peux soit passer par ce menu-là, Add, et là, j'ai plusieurs objets, là, nous les verrons. Les lampes, les objets vides, des images, la caméra, pour les maillages, ici, les courbes. Donc là, j'ajoute le cylindre. Alors, vous voyez que l'objet qu'on ajoute vient se placer là où on avait nos curseurs 3D. Le curseur 3D, c'est celui qui est là. Ce petit rond là, c'est lui le curseur 3D. On peut le déplacer. Voilà, ici, le voici représenté là. Donc, lorsque je le sélectionne, que je fais un clic gauche, il déplace le curseur 3D. Et je reviens dans Add, Mesh, Cube. Vous avez vu là où il s'est placé. Alors, comme j'avais zoomé, donc ça se voyait pas, mais si je mets le curseur 3D là, vous avez vu, c'est là où apparaît l'objet que nous ajoutons. Et donc, on peut le placer au centre de nos scènes pour qu'on puisse ajouter des éléments au centre de la scène. Le raccourci clavier, il y a un raccourci clavier, c'est majuscule A. Voilà. Quand on veut aller vite, on appuie majuscule A pour ajouter les éléments à notre scène. Donc là, j'ai ajouté cet élément. Il y a plein de raccourcis avec Blender. Nous les verrons tout à l'heure. La navigation maintenant. Il est très intéressant d'utiliser Blender avec un pavé numérique. Oui, ça vous permet d'aller très vite. Mais aussi, il y a des configurations à faire lorsqu'on n'a pas de pavé numérique. Donc, je pars avec l'idée qu'on a un pavé numérique. Et là, je vous présente déjà le pavé. Nous avons ici le point qui est utilisé. Donc, le point du pavé numérique 0, 1, 2, 3. Nous avons cette barre-là que nous utilisons également. Donc, quand je parle de la barre oblique du pavé numérique, je fais référence à cette barre-là.
Donc, je reviens. Alors, vous voyez que quand on travaille, on peut être amené à zoomer sur l'objet en question. Vous voyez, donc, je sélectionne. Alors là, vous voyez que je n'arrive plus à sélectionner mes objets. C'est parce qu'il y a le curseur qui est activé. Donc, je clique sur cette icône-là. Cette icône, autant pour moi, pour pouvoir sélectionner les éléments de la scène. Vous voyez, je peux faire un clic enfoncé et puis ça me donne les autres éléments. Ça, c'est les différentes possibilités de sélection. Nous le verrons. Il y a Select Box. Select Box, somme toute, je vais prendre d'abord Tweak Select Box. Ça revient un peu à faire un clic gauche là-dedans. OK. Alors, on le verra tout à l'heure. Je ferai un clic gauche et puis je vais faire une fenêtre de sélection pour tous les différents objets. Mais je vais vous montrer les différentes fonctionnalités qu'on a avec les raccourcis. Alors, ici pour zoomer, j'appuie sur le point du pavé numérique parce qu'il était loin, donc je peux zoomer. Mais je peux également zoomer avec la molette de souris. Il est important, la molette de souris, c'est le rond juste au milieu. Lorsque j'avance ou je recule, je peux zoomer ou dézoomer ma scène. Mais avec le point du pavé numérique, je peux zoomer la scène. Alors, je peux isoler un élément avec la barre oblique que nous avons vu tout à l'heure. Cette barre oblique-là, c'est là. Et ici, nous avons trois objets dans nos scènes. Je sélectionne le cube et j'appuie sur la barre oblique. Et vous avez vu que je cache les autres éléments. Je me concentre uniquement sur celui-ci. OK. Alors, on continue. Euh, Maintenant, lorsque je veux orbiter autour d'un objet, c'est-à-dire je veux faire tourner ma scène autour d'un objet, j'utilise toujours la molette. Cette fois-ci, je ne fais pas avancer ou reculer cette molette-là, je ne la fais pas tourner, mais je fais un clic enfoncé et je bouge ma souris. Et ça me permet d'obtenir ce résultat-là. C'est-à-dire, je fais tourner la scène autour de cet élément. C'est pas l'objet qui tourne sur lui-même. Il y a une façon. Alors, je vais vous montrer. Vous voyez, voilà, là, je suis en train de faire tourner l'objet et non la scène. Par contre, lorsque j'appuie la molette de souris enfoncée, je peux faire orbiter la scène autour de cet objet-là, autour du point choisi. OK. C'est très important, nous le verrons. Je fais toujours un clic sur la barre oblique pour faire apparaître les autres objets. Alors, j'estime ici, là, je mets cet objet-là, ici. Et puis, je vais faire tourner la scène. Vous voyez, lorsque je le fais, la scène tourne autour de cet axe-là, un axe qu'on ne voit pas réellement, mais elle tourne autour de cet axe. Moi, j'ai envie de voir les différentes parties de cet objet-là, ce cube, et donc je veux faire tourner la scène autour de cet objet, de ce cube. Donc, qu'est-ce que je fais? Je sélectionne le cube, vous voyez, et puis j'appuie sur point, et là, je peux faire tourner ma scène autour de cet objet. Lorsque je dézoome, vous voyez que c'est les autres éléments maintenant qui tournent autour de cet objet. Là, ça me permet de voir les différentes parties. Donc, j'ai appuyé un point pour zoomer. Et puis là, j'appuie ma molette enfoncée et je peux faire tourner ma scène autour de ce cube. Maintenant, je peux effectuer un panoramique. Voici ce qu'on appelle le panoramique. Faire le panoramique. Et comment ça se réalise? Il faut maintenir enfoncé la touche majuscule et avec la molette de souris, tu vas vers la gauche ou vers la droite. Donc, vous remarquez qu'il est important d'avoir une souris en modélisation. Alors, vous pouvez essayer tout ce que je vous dis, ça vous permet d'avoir la modélisation, ce n'est pas la mémorisation des différentes notions, c'est la pratique. Vous avez besoin de pratiquer pour pouvoir maîtriser. Donc, il vous faut un ordinateur et avec l'ordinateur, vous y installez le logiciel et vous pratiquez. Et là, vous rencontrez des difficultés, vous faites des recherches sur Internet, notamment sur YouTube, vous avez plein de tutoriels. Alors, je vais faire orbiter la scène autour de la sphère. Je sélectionne la sphère, j'appuie sur le point. Et là, je peux faire orbiter la scène autour de ma sphère. Alors, nous avons vu comment ajouter des objets. Euh,
Mais il y a d'autres possibilités. Nous pouvons utiliser le scripting là, pour ceux qui savent écrire des scripts new. Donc, il y a un langage pour pouvoir ajouter des objets. Notamment, c'est basé sur le langage Python. Donc, nous pouvons passer par là. Je vous ai montré deux autres possibilités, mais nous avons également une autre, celle-ci. Elle n'existait pas dans les anciennes versions de Blender, notamment 2.79. Alors, vous faites un clic sur cet objet, vous voyez, vous placez votre curseur là où vous voulez placer l'objet. Vous faites un clic gauche pour dessiner la base. Vous relâchez les clics gauche et vous bougez la souris. J'essaie de faire monter la souris. Et quand je suis satisfait, je fais un clic gauche. Voilà. Et là, j'ai plusieurs possibilités. Un clic gauche enfoncé, je peux choisir un cylindre. Je le place là. Je fais un clic gauche enfoncé. J'ai ma base. Je relâche les clics et je bouge seulement le curseur. Et je fais un clic gauche pour valider le résultat. Donc, voici une possibilité. Alors, nous pouvons également importer des modèles. En venant dans, vous voyez que je ne vois pas fichier. Alors, fichier a disparu. Pour faire apparaître fichier, je fais un clic de la molette. Donc, j'appuie et je maintiens la molette et je peux défiler pour faire apparaître les autres parties. Et donc là, je reviens dans File. File, je peux aller ouvrir un travail, mais je peux importer à travers ces liens-là. Link, link, lorsque je clique là-dessus, ça me renvoie. Alors, je vais aller chercher, je peux aller dans 3D World ici. Ça, c'est un répertoire que j'ai créé dans mon ordinateur. Et puis, voilà, je pars défiler. Par défaut, vous pouvez avoir cette icône-là qui est sélectionnée pour voir les miniatures. Cliquez sur celle-ci. Et donc, je peux aller chercher des objets là. Et puis, voilà, les ajouter. Vous voyez? Mais la différence, lorsque j'ajoute un objet depuis un autre répertoire en utilisant link, lorsque je modifie cet objet-là, l'objet source est modifié. Pour ne pas qu'il en soit ainsi, vous pouvez choisir Append. Append va juste importer l'objet en question. Alors, je repars dans 3D. Euh, et bah, certes, je peux prendre là, juste non, je vais pas prendre FBS. Je vais rapidement. Alors, il y a des modèles qui sont là. Non, je retrouve pas de modèle, mais j'en ai plein. Ok, bon, ok. Et donc, je peux prendre un élément là, append, il va me dire, il faut choisir. En fait, vous avez vu que tout à l'heure, j'ai vu une miniature qui présente un élément que j'ai déjà modélisé. Je l'ai déjà enregistré, je l'ai appelé Turret, tourelle. Je le sélectionne, je clique sur append, vous allez voir qu'il va ouvrir les différentes parties du travail. Donc, je viens dans Object, et dans Objet maintenant, je peux choisir par exemple, un élément robot base ou voilà. Et quand je clique là, il me l'ajoute. Voilà, il a ajouté, mais il est tellement petit parce que j'ai agrandi les autres éléments. Donc, point pour zoomer. Et là, si je le modifie, il modifiera pas l'élément qui est dans le fichier source. Alors, il y a également l'importation. Donc, je peux aller importer un fichier au format FBS, STL. Donc, vous pouvez avoir ici. Bon, alors, je vais ouvrir. Vous pouvez vous rendre sur Internet et puis avoir un objet, par exemple, Table FBX. Et là, je peux télécharger une table. Alors, ne le faites pas. Apprenez à les réaliser. Apprenez à les réaliser. De toute façon, Blender nous permet de reconnaître les objets qui sont importés. Donc, c'est tellement facile. Lorsque des devoirs sont soumis, en général, et que des personnes vont les chercher sur Internet, on les reconnaît facilement. Et donc là, une fois j'ai téléchargé cet objet-là, je peux aller dans File et dans Import et l'importer. Donc voici comment je peux ajouter des objets à ma scène. Alors ici, il y a les différents formats, le format OBJ, le format FBX. Pour Autodesk, nous avons parlé d'Autodesk, Maya et 3ds Max.
Voilà, ici. Et puis, il y a des bibliothèques également qu'on peut rajouter. Alors, pour sauvegarder le fichier, maintenant, je pars dans la sauvegarde. Ici, je viens dans File. Alors, tout cela peut être mis en français, hein. File, Save pour le sauvegarder. Voilà, il me demandera où est-ce que je vais le sauvegarder. Ou Save As. Et là, je vais directement choisir un répertoire. Voici comment le sauvegarder. Alors, lorsque vous sauvegardez pour une première fois, vous avez votre fichier. Donc, je vous le montre. Il y a une toute première sauvegarde et c'est ce dont il est question ici. Le format par défaut, c'est le format Blend. Le format Blend, c'est le format de Blender. Donc, ici, je vais sauvegarder celui-là sur le bureau. Save as, je prends desktop, je vais l'appeler MMX. Je l'enregistre, je rabats tout et je l'ai ici. Vous voyez que comme je viens de l'installer, alors là, je viens de le sauvegarder. Je peux faire un double clic pour l'ouvrir. Bon, il est déjà ouvert. Vous voyez, je ferme. Et donc, je fais un double clic. Et là, ça me permet de l'avoir. Et j'ai toutes les configurations enregistrées, tous les éléments. Même quand je supprime ces espaces de travail, donc pour les supprimer, vous faites un clic droit et puis vous cliquez sur Delete. Clic droit, Delete. Clic droit, delete. Alors pour les ajouter, vous cliquez sur cette croix-là, vous venez dans Général, vous pouvez choisir euh, animation, layout, et puis voilà. Donc là, vous pouvez renommer. Avec un clic droit, je peux l'appeler MMX également. Et donc, vous voyez que je peux ne pas avoir besoin de ces espaces de travail là. J'ai pas besoin de faire un compositing, une animation, je peux les supprimer. Et lorsque je l'enregistre avec CTRL S, je ferme. Alors, j'ai le fichier là, mais j'ai un autre fichier. Donc là, je peux faire un double clic pour l'ouvrir et il me présentera ma configuration telle que sauvegardée, c'est-à-dire avec tous les éléments supprimés. Mais vous remarquez qu'il y a un autre fichier mmx.blend.1. Alors ça, c'est la toute première version. Donc, à chaque fois que vous allez créer un fichier, une première sauvegarde, vous aurez d'abord le fichier .blend. Mais lorsque vous allez modifier ce fichier-là et que vous allez sauvegarder votre travail, vous aurez maintenant un deuxième fichier qui est .blend1. Alors, on peut même avoir des versions Blend.2, mais par défaut, c'est configuré pour n'avoir qu'une seule version. Alors, pourquoi nous avons ce fichier de sauvegarde là? Parce que ça, c'est un fichier de sauvegarde. Lorsque j'ai une erreur ici, c'est-à-dire j'ouvre mon travail, je le modifie et puis je constate qu'il y a des erreurs et que je ne peux plus retourner en arrière, je peux le supprimer avec supprimer et puis celui-là, je vais le modifier avec F2. J'enlève Blend.1, il me demande si je veux le renommer et j'ai le travail tel qu'il était sauvegardé au début. Donc, vous voyez, je l'ouvre et là, j'ai tous les espaces de travail. C'est parce que j'avais supprimé ces espaces-là et enregistré les fichiers. Donc là, c'est très utile. Alors, je continue. Donc, j'ai parlé de première sauvegarde, deuxième. Alors maintenant, nous allons très rapidement personnaliser l'interface et puis terminer. J'ouvre Blender. Là, je prends bon, en fait, je veux une nouvelle interface, donc je vais pas utiliser ce que j'ai enregistré. Et là, je peux tout adapter à ma convenance. Ici, d'abord, j'ai la timeline juste en dessous. Je peux l'agrandir. Je place le curseur sur cette ligne qui sépare les deux éditeurs. J'ai la vue 3D et là, j'ai la timeline. Lorsque je place le curseur, vous voyez que ça devient un curseur de redimensionnement. Je fais un clic gauche enfoncé, je peux agrandir l'éditeur qui est en dessous ou réduire l'espace que cet éditeur occupe. Je peux même faire disparaître cet éditeur-là. Je veux conserver seulement l'éditeur du dessus. Donc là, je fais un clic droit et avec la dernière version de Blender, l'interface a changé. C'est John Up, John Down. Mais avec les anciennes versions, vous allez voir, j'ai oublié mes delete area et tout cela. Mais lorsque vous allez cliquer dessus, c'est une flèche. Et lorsque vous orientez les flèches juste en dessous, c'est l'éditeur
qu'on a juste en dessous qui disparaît. Et lorsque vous orientez en haut, on a l'éditeur de dessus qui disparaît. Mais avec la dernière version du Blender, là, il est marqué directement John Down. Donc quand je clique, l'éditeur de dessous disparaît. Et puis, vous voyez que ici, je peux, tout à l'heure, on a vu qu'on pouvait changer les éditeurs. Par défaut, ici, c'est l'outliner. Je peux opter pour la timeline ici, ou bien pour l'éditeur d'image. Vous voyez, je peux supprimer ces deux-là. Voilà. Et même supprimer ce qu'on a. Donc là, je vais supprimer l'éditeur qu'on a à droite. Donc, je vais join right pour faire disparaître. Alors donc, lorsque je place le curseur ici à la lisière de la fenêtre, je n'ai plus de curseur de redimensionnement. Donc, pour pouvoir créer une nouvelle fenêtre, je place le curseur juste au-dessus là et j'ai cette flèche là qui devient comme une croix. Je fais un clic gauche enfoncé et puis voilà, je dépose. Et là, j'ai cette fenêtre-là. Et puis, à partir de là, je peux le modifier comme je veux. Alors, je veux la présentation initiale. Donc là, je veux une fenêtre en dessous. Je place le curseur là. Un clic droit. Je vais choisir Vertical Split. Vous voyez, Vertical Split, voici ce que ça nous donne. C'est pas ce que je voulais. Donc, j'appuie Échappe. Je vais prendre Horizontal Split. Vous voyez, là, j'ai Horizontal Split. Alors, lorsqu'on n'est pas satisfait, qu'on veut Vertical Split, on appuie sur la touche Tabulation. Tabulation nous permet de changer, passer en mode horizontal ou vertical. Et là, je dépose ici, je vais choisir Outliner. J'ai l'outliner là. Je choisis Properties. J'ai la fenêtre des propriétés. Ok, donc voici comment on peut déplacer des fenêtres, comment on peut les redimensionner, comment on peut changer les types, comment on peut personnaliser les menus d'en-tête. Ici, là, je vous ai montré comment les supprimer, ici. Et puis, je vérifie, voilà. Et là, vous voyez, quand nous faisons Save ou CTRL S, nous pouvons enregistrer notre travail. OK. Alors, maintenant, on va terminer par le changement de préférence. Euh, pour faire les changements, nous nous rendons dans Edit. Dans Edit, vous choisissez Préférences. Préférences, interface, d'abord, vous permet de choisir une langue. Par défaut, c'est l'anglais. Je clique, je tape F, j'ai le français. Mais je vous conseille d'utiliser Blender en anglais. Familiarisez-vous avec les thèmes en anglais parce que lorsque vous vous rendez sur Internet pour faire des recherches, tous les infographismes, même les plus, je dirais, doués, font des recherches sur Internet. Voilà. Et donc, lorsque vous vous rendez sur YouTube, vous avez pas mal de vidéos. Vous avez beaucoup de tutoriels sur YouTube. Vous avez tout type de tutoriels. Ici, vous n'avez qu'à taper, par exemple, maison, alors, modeling, home, et puis Blender. Vous aurez en fait, ici, là, vous aurez des résultats en français, mais il y a beaucoup de résultats en anglais. Et donc là, on vous présentera euh, des vidéos qui vous montrent comment modéliser. Et donc ici, moi, j'ai l'habitude de laisser Blender en anglais. Donc, English. Alors maintenant, je parlais dans 12 steps. En 12 steps, vous voyez par défaut ici, c'est marqué 30. C'est quoi en 12 steps? Euh, Lorsque vous cliquez là, ici, vous voyez que là, Auto Save Preference est coché. Ce qui veut dire qu'une fois que vous faites des changements et que vous fermez, c'est enregistré. Alors, je suis en train de travailler. Je suis en mode édition. Et euh, voilà, je fais ça et puis je fais des éditions. Je fais même des boucles. Et puis là, je suis en train de travailler, par exemple. Voilà. Et puis après, je constate que j'ai fait une erreur. J'ai l'habitude de faire CTRL Z, CTRL Z. Alors, vous voyez que lorsque vous, ici, prenez 30, lorsque vous laissez 30, vous pouvez faire CTRL Z 30 fois. Par contre, quand c'est 60, vous pouvez revenir en arrière en faisant CTRL Z 60 fois. D'autres même vont jusqu'à 80, 90. Voilà. Donc, ça, c'est
très important. Dans un premier temps, il faudrait l'activer. Et puis, il y a également d'autres configurations à faire, mais là, nous reviendrons. Alors ici, moi, j'ai mis la résolution à 1.2. Par défaut, c'est à 1. Vous voyez que là, ça devient petit. Je peux travailler, mais comme je suis en train d'enregistrer cette vidéo, les écritures seront menues. Donc, je mets à 1.2 pour accroître la résolution. Et puis ici, il y a les splash screen qu'on peut laisser apparaître et tous les autres éléments. La langue que je vous ai montré tout à l'heure. Alors, il y a pas mal de configurations. Ici, nous avons les extensions, les modules complémentaires que nous pouvons euh, intégrer à Blender. Il y en a tellement, nous les verrons progressivement. Ok, ça, c'est les modules qui viennent par défaut. Ok. Alors là, maintenant, nous terminons par une série de claviers. De raccourcis, autant pour moi. C'est la fatigue. Alors, vous voyez, pour la navigation, je vais compléter, mais avant ça, je passe en mode édition. Là, je maintiens enfoncé la molette et puis je passe en mode affichage matériaux. Ça, c'est les modes d'affichage. Rendu, matériaux, solide. Solide, on n'a pas de couleur. Sauf si on change dans le viewport display. Et puis là, matériaux qui nous permettent de voir les différentes couleurs que nous ajoutons. Donc ici, par défaut, c'est le blanc. Je vais ajouter un matériau et je vais assigner ce matériau à la face de dessous. Un sign, via un sign, je change de couleur. Ici, je vais ajouter un autre matériau. Je vais choisir le vert et puis je vais l'assigner à cette face-là. Donc pour l'assigner à des faces, vous sélectionnez les faces. Pour pouvoir sélectionner plusieurs faces, je maintiens enfoncé la touche majuscule. Lorsque je veux tout sélectionner, c'est A. C'est pareil pour les autres objets. Quand j'ai plusieurs objets dans la scène, avec A, je sélectionne tout. Avec Alt A, je désélectionne tout. On verra comment sélectionner, désélectionner. Donc, ici, je suis là. Voilà. Et puis là, je sélectionne cette face-là. Pour sélectionner la face, il faudrait que ce bouton-là soit coché. Sinon, il y a la sélection des vertex, des arêtes et des faces. Nous les verrons dans les autres leçons. Alors, je sélectionne Material et je clique 5. Donc, j'ai le vert au-dessus, j'ai le rouge. Alors, pour passer en vue de haut, c'est ce que je voulais vous montrer. Nous pouvons passer par View, et puis nous avons les viewports top, par exemple. Je passe en vue de dessus. Mais vous voyez que c'est lent. Viewport, bottom, c'est lent. Alors, j'ai le raccourci qui est 7. Donc, j'appuie sur la touche 7 du pavé numérique. 7. CTRL 7 me permet de passer en vue de dessous. Et donc, 1 en vue de face. J'ai l'objet qui est juste en face. Là, 1 pour la face. Alors, je peux même attribuer encore, là, je choisis le bleu pour montrer. Voilà. Quand j'appuie sur 1, c'est la vue de face. CTRL 1, c'est la vue qui me présente l'arrière du cube. Vous voyez, maintenant il y a la vue de côté. Donc 3 pour la vue de droite, contrôle 3 pour la vue de gauche. Je vais dire tout simplement que je monte cette partie-là en appuyant 3 et je monte celle-ci en appuyant sur contrôle 3. Et puis avec 8, je peux faire tourner comme avec 2 également. Donc vous les essayez. Alors ici, j'ai la vue perspective. Ici, c'est la vue perspective. Comme on sait qu'on a une vue perspective, on voit que toutes les lignes convergent vers un point, comme dans le monde réel. Par contre, il y a la vue orthographique. Et là, toutes les lignes deviennent parallèles. Vous voyez, les lignes sont parallèles. Alors, donc je passe en vue. Et le raccourci, c'est 5. Et là, 4 me permet d'obtenir ce résultat-là, c'est-à-dire faire pivoter. Voilà. Donc, vous avez pas mal de raccourcis ici. On peut zoomer, dézoomer avec plus. Euh, Normalement, on a contrôle et puis avec la molette de souris, on peut zoomer, mais on le verra progressivement. Il y a tellement de raccourcis, donc je maintiens contrôle avec la molette enfoncée. Je bouge la souris pour zoomer ou dézoomer. Et puis avec plus, comme je le disais, on peut zoomer avec moins. Et c'est les moins et plus du pavé numérique.
Voilà. Et puis, vous avez tout cela. Et les derniers, donc, on a le contrôle Z pour annuler. Pour refaire, c'est contrôle majuscule Z ou X pour supprimer. Échappe pour annuler une opération en cours. Ok, donc c'est tout pour cette leçon et à bientôt pour une prochaine.